Et puéril, parlant de ses anciens amis du PS. Il y a un côté un peu maître d'école, un peu maintenant donneur de leçons. Il est passé du côté... Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? Déjà, quand j'ai entendu qu'il quittait le Parti Socialiste, j'étais surpris de savoir qu'il y était encore. Bon. Oui, tout le monde a un peu... Il était en voie de suspension, en fait. Certains, il devait être suspendu, puis il n'avait pas été vraiment... Enfin, c'était pas clair, en vérité. Donc je ne pense pas que ça bouleverse le peuple français qui, comme moi, pensait qu'il en était parti depuis très longtemps. Que personnellement, quand vous êtes très, très engagé, quand vous êtes un élu, quand vous avez participé plusieurs décennies à un parti, ça vous fait quelque chose de quitter. Bah oui, si vous avez vécu 40 ans avec une femme, c'est la journée de la femme, et puis que vous divorcez... même si vous n'êtes pas un chien, ça vous fait quelque chose. Et encore, j'ai rien contre les chiens. Si vous n'êtes pas un salopard, ça vous fait quand même quelque chose. Donc voilà, cette émotion personnelle est compréhensible. Au-delà de ça, c'est pas un événement politique. C'est pas un événement politique, on est d'accord. Pour que je puisse solliciter les zones de mon cerveau pour vous le rendre intéressant. Vous avez regardé, Jérôme Jaffray, le débat hier? Bien sûr. Il fallait choisir ou le dîner du CRIF ou le débat du PS. Alors, je n'étais pas invité au dîner du CRIF, malheureusement, donc j'ai regardé le débat. Punition, double punition, pourrait-on dire, d'une certaine façon. Mais moi, si vous voulez, ça, dans ce débat, effectivement, votre titre est très cruel pour le Parti socialiste, mais en même temps, on parle souvent de la fuite en avant des politiques. Là, on avait l'impression d'une fuite en arrière du Parti socialiste. C'était assez impressionnant. Pour ceux qui ont suivi ce débat, je ne sais pas s'il y avait énormément de lecteurs du Figaro, mais comme le Figaro était très suivi. Figaro est présenté fort bien par Guillaume Roquette. Excellemment. Mais en même temps, bon, c'était peut-être un peu long pour la lecture du Figaro. Il était diffusé sur le Figaro.fr en direct. Il y a eu le clou du débat, pour ceux qui ont la chance donc, de le suivre, et les lecteurs du Figaro en masse, donc, qui représentent 90% de l'audience, vient de nous expliquer Alexis, en gros. Pour les lecteurs du Figaro, donc, le clou, ça a été quand on a parlé de Bernard Arnault. Ça a été absolument formidable. Car en gros, ce qu'on a expliqué, c'est que la réussite de Bernard Arnault, c'était une catastrophe et une honte absolue. C'était quelque chose d'indigne. Donc c'est quoi? C'est les vieilles lunes du... En gros, c'était ça. Et le Parti socialiste a en gros expliqué, ces 4 candidats ont en gros expliqué, et personne, aucun des 4 n'a dit, mais c'est la réussite de LVMH, d'une grande industrie du luxe, une réussite mondiale, c'est exceptionnel, il faut s'en féliciter, c'est formidable. Personne, aucun, n'a dit ça. Et en plus, si vous voulez, en gros, ce qui a été dit, c'est qu'il faut augmenter les impôts. Si le Parti socialiste revient, les impôts vont sérieusement augmenter. Il faut que les impôts sur le capital soient équivalents aux impôts sur le travail. Je rappelle qu'en économie, vous avez 3 éléments fondamentaux, le travail, le capital et la confiance. Et ce qui a nui terriblement à Hollande, c'est qu'en alignant le capital sur le travail, il a perdu la confiance économique. Donc on veut recommencer, fuite en arrière. Alex, oui, c'est vrai que ça avait un côté... Le retour en arrière, oui, un retour peu vers le futur. Oui. Alors, en même temps, enfin, moi ce qui me frappait, c'est qu'il y en avait un qui avait l'air ferme sur ses positions, qui savait ce qu'il voulait. Je ne suis absolument pas d'accord, mais c'était Morel. Emmanuel Morel. Il est quasiment chez Mélenchon, donc il était vraiment à gauche. Et qui, à l'applaudimètre, et qui s'en est du coup bien sorti, parce qu'au moins il avait un discours clair. Ce gouvernement des riches, est une honte, qui détruit les acquis sociaux. Bon, ça, au moins, on comprend. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a un discours. Et puis après, il y avait les 3 autres qui étaient quand même, on le sentait extraordinairement embêtés. Et en même temps, on voit bien que leur position, elle est très difficile. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire du mélenchonisme pur et dur et tomber trop dans le systématisme et le gauchisme, etc. Ils ne veulent pas dire que Macron, c'est pas si mal. Parce que quand on veut faire un parti contre Macron, évidemment, ils ne vont pas commencer par dire que finalement Macron, c'est bien. De leur point de vue, je les comprends. Mais du coup, ils ne disaient pas grand-chose. Parce que quand on est le fol, critiquer Macron en disant je suis un peu plus social-démocrate qu'eux qui sont sociaux-libéraux, enfin, tout ça, on sentait qu'ils étaient coincés entre deux. Qu'au fond, c'était la manifestation presque physique du fait qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain, mais qu'aujourd'hui, on ne voit pas aujourd'hui l'espace politique pour un discours socialiste entre d'un côté Mélenchon, de l'autre côté Macron. C'était très compliqué. Caroline Michel, je vais vous demander tout de suite s'il y a un espace politique pour le PS à l'avenir. Juste avant, je donne les résultats provisoires de notre question sur Twitter. À cette question, donc 84% des internautes voient certes 4 candidats, mais un enterrement, celui du PS. Donc, c'est pas dans votre question. Tantiné. Selon Tom sur Facebook, quand on enterre le PS, on enterre le Front National. L'un ne va pas sans l'autre. Et Patrick, le PS est enterré, il deviendra un courant La République en marche.
et Julien enfin, qu'on salue tous, Patrick comme Julien, comme ceux que j'ai cités auparavant. Si on enterre le Parti socialiste et donc le FN, là, on a Macron pour 20 ans. Caroline Michel, oui, la défense de... Voilà, vous allez nous dire pourquoi il y a un avenir, hein, que c'est pas simplement... Ah non, ça va être compliqué. Moi, je partage la tristesse de M. Le Drian, parce que ce qu'on a vu hier, c'est juste une pâle copie, une pâle reproduction de tout ce qui s'est passé pendant tout le quinquennat, c'est-à-dire une forme majoritaire du Parti socialiste qui a été désavouée par les électeurs. Et ce qu'on a vu hier, quand on y pense, c'était, et c'est pas leur faire offense, une pâle copie et en plus les lieutenants des leaders de l'époque précédente. C'était les seconds rôles, l'équipe Mais B. oui, quand vous savez qu'Olivier Faure... Non, mais c'est la vérité. Quand vous pas savez... le renouvellement. Mais non. Quand vous savez qu'Olivier Faure a été le lieutenant d'Hérault, que Le Foll était infidèle de Hollande, que Carvounas, même s'il s'en défend, était chez Valls, et qu'il a rompu. Et puis leur lorgner un peu après du côté de Hamon. Et que comme dans tout bon congrès, il y avait un représentant de l'aile gauche, de la gauche, c'était Emmanuel Morel, on a continué à rejouer avec, excusez-moi, des lieutenants, et je ne veux pas dire des seconds couteaux, mais c'est ça, le même débat qui n'a mené le PS que dans l'impasse. C'est-à-dire des frondeurs prêts à dire ah mais non, il faut être vraiment de gauche. Voilà, le renouvellement n'est visiblement pas là. C'est pas parce que ce ne sont pas les mêmes hommes que ce ne sont pas les mêmes idées ou l'absence d'idées. La question principale qui se pose à la gauche aujourd'hui, elle a été posée par Dominique Strauss-Kahn et bien d'autres, qui est le PS a perdu la bataille des idées parce qu'elle n'a pas su se positionner sur la mondialisation. Et rien de ce qui a été dit hier ne nous dit comment l'économie française, d'un point de vue d'un parti socialiste, peut s'adapter à la mondialisation, si ce n'est redistribuer un argent qu'on n'a pas. Donc, retour à la case départ ou, je dirais, au point mort. Il y avait ce matin une interview d'un politologue qui s'appelle Rémi Lefebvre, c'était chez nos confrères du Parisien, qui disait, c'est vrai que c'est déjà connu, mais le PS n'a jamais tiré le leçon de ses échecs 2002, exactement. 2007... 2012, on a répété le quinquennat 2017, pardon. Ouais. On a répété le quinquennat avec Hérault Hollande qui disait ah mais quand même machin, un peu de redistribution et tout le monde sera content. Et Morel à la place de Hamon qui disait mais non plus à gauche. Voilà. Olivier Duhamel, vous n'êtes pas vrai, ça, c'est pas vrai. Pour redevenir un parti important et espérer conquérir le pouvoir, comme tous les autres partis, le PS a besoin d'un leader, il a besoin d'un projet, il a besoin d'une stratégie et il a besoin d'un lien avec les citoyens, au moins avec les citoyens actifs. Il y a au moins une fois dans son histoire dans laquelle le Parti socialiste de l'époque qui s'appelait la CFIO a sombré, c'était en 1969 quand Gaston Defferre a fait 5% à l'élection présidentielle. 2 ans après, le PS trouvait un leader, il s'appelait François Mitterrand, trouvait un projet, c'était un programme socialiste très vite après, 1 an après d'ailleurs très à gauche, c'était une stratégie de l'union de la gauche, et avec tout ça, il a construit un lien qu'il a porté au pouvoir. Donc c'est pas vrai de dire... Il n'y a pas de malédiction. C'est vrai que les partis peuvent mourir encore plus qu'autrefois. Encore plus qu'autrefois, ça c'est sûr. Il y a le Parti socialiste italien est mort, des partis sont en train de mourir en Italie, etc. Que des nouveaux partis peuvent surgir beaucoup plus vite qu'avant et atteindre des niveaux extrêmement élevés. Mais n'en déduisons pas que le Parti socialiste est nécessairement mort. Alors maintenant, je suis d'accord avec vous que hier, on n'a pas entendu le projet. La stratégie, il n'y en a pas vraiment, sauf ceux qui veulent s'allier avec Mélenchon qui ne veut pas d'eux. Il n'y a pas de lien avec les citoyens et c'est pas de là que va sortir un vrai leader. Donc c'est pas ce coup-là. Rien, ça fait pas beaucoup. Jérôme Jaffray. Oui, mais n'en tirez pas pour autant. Voilà, tout ce que vient de dire Olivier Duhamel en rappelant effectivement qu'on était passé entre 69 et 71 de la nuit à la lumière, comme dirait Jacques Lang, qui est votre idole. Nous avons donc une situation où effectivement les conditions d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes que celles d'il y a presque un demi-siècle. En gros, la SFIO a pu faire cette mue. Le Parti socialiste devra, lui, probablement disparaître dans une nouvelle organisation. Car le courant progressiste en France, le fait qu'il y ait un parti réformiste, progressiste, ça, c'est quelque chose qui peut demeurer dans l'espace politique, puisque Emmanuel Macron, lui, mène plutôt sa barque vers le centre droit. Il y a donc éminemment une place. Mais le Parti socialiste, manifestement, et j'ai trouvé que le débat d'hier, effectivement, vous savez, mes amis Bon et Burnier, autrefois, avaient publié que le meilleur perde. Et là, je me disais que le plus malchanceux gagne.
être le premier secrétaire, être élu le premier secrétaire de ce parti dans cet état-là, ce ne sera vraiment pas une sinécure. Mais de fait, tous les leaders sont partis. Tous ceux qui pouvaient, ils sont partis faire ailleurs. Ils ont fait cette analyse. Alexis, que le meilleur perde, c'est le... Non, après, je pense qu'il y a un problème stratégique de positionnement que disait assez bien Caroline, et puis la question de la tactique. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire le reproche au Parti socialiste après l'incommensurable catastrophe qui lui est arrivée, enfin avoir un président issu de ses rangs qui renonce à se présenter, qui se fait voler, un candidat qui se fait humilier, un parti qui se fait voler tous ses pouvoirs d'un seul coup, on ne peut pas leur reprocher un an après de ne pas être à nouveau fringant, flamboyant, etc. Il faut d'abord qu'ils aient un chef, tout ça c'est très long, effectivement tout peut changer. Plus préoccupante, me semble-t-il, et pour le Parti socialiste, c'est effectivement la question du stratégique de quel espace politique et quel discours politique. Oui, à la question de la mondialisation, le Parti socialiste, c'était le parti de la redistribution, et comme le disait fort justement Caroline, l'échec de la social-démocratie, c'est pas que le Parti socialiste en France, c'est dans le monde, c'est partout en Europe. Premièrement, l'espace, il est considérable. Parce que, comme dit Jérôme, à partir du moment où Macron s'est droitisé et où Mélenchon se populise à vitesse grand V, ça donne un espace considérable. Et deuxièmement, la redistribution, ça n'est pas seulement la redistribution fiscale, la redistribution par l'argent. Il y a la redistribution des chances, du pouvoir, de la dignité. J'allais y venir. C'était deux choses. Heureux de vous y aider. C'était deux choses. Mais non, mais pour le récuser. Mais on va la rassurer. Pendant longtemps, le Parti socialiste, c'était un parti de la redistribution. La redistribution, il n'y a plus à redistribuer, pas seulement en France, dans l'Europe entière. Dans l'Europe entière, les partis sociaux-démocrates sont en train de disparaître parce que cette façon de voir le monde, on peut le regretter ou pas, ne fonctionne plus dans la mondialisation. Et donc, ça fait une quinzaine d'années que le Parti socialiste, considérant ça, s'est dit on va passer de la redistribution monétaire à la redistribution des droits, des nouveaux droits, notamment pour des minorités. Et ça, c'est récusé, et on le voit dans l'Europe entière, de plus en plus, par les peuples, qui disent il y en a marre des droits des minorités et d'espèces de revendications identitaires. Vous réduisez les autres redistributions, entre guillemets, vous les réduisez à des questions minoritaires. C'est une erreur. En tout cas, regardez, ça que le Parti la seule mesure vraiment de gauche de Macron, c'est le dédoublement des classes dans les quartiers en difficulté. Oui. Bon, moi j'appelle ça une mesure de redistribution au sens large du terme, de redonner des chances à des populations qui ne les ont pas. Alors, je vais vous dire, cette mesure-là, dont on peut considérer qu'elle est bonne ou mauvaise, elle est vécue notamment par les gens des zones rurales comme une mesure en faveur des minorités. Parce que quand on dit les quartiers en difficulté... C'est au-delà du quartier en difficulté. Quand même, il s'agit bien de ça. Et donc, elle est perçue, elle est ressentie comme une discrimination positive pour une... C'est pas du tout que ça. Vous avez l'obsession italienne de l'immigré. Mais c'est pas italien, c'est allemand, c'est anglais, c'est français. C'est l'Europe du Nord. La revendication, en tout cas, de l'identité prend à rebours la distribution de nouveaux droits qui pouvaient être une idéologie de substitution pour les socialistes. Il me semble, si je peux intervenir, je pense que politiquement, c'est pas ça. Attention à ce que vous allez dire. Je pense qu'on ne bâtit pas une conquête politique là-dessus, parce que d'abord, ça fait consensus. Ce qu'il faut, c'est trouver des... je ne suis pas si sûre. Consensus auprès des femmes, ça c'est sûr. Non, mais je ne vous dis pas dans la réalité des têtes des méchants hommes que nous sommes. Mais visiblement, vous ne laissez pas parler. Attendez, je vous promets, mais je ne vois pas le parti politique qui aujourd'hui dit « je suis contre les droits des femmes ». Donc ce n'est pas là-dessus qu'on bâtit... Enfin, si le Parti socialiste devait être que le parti des droits des femmes, il aurait des sous... C'est un peu court. C'est oublier une partie. Oui, je suis assez d'accord avec l'idée que l'électorat de gauche et les aspirations de gauche n'ont absolument pas disparu et ne sont pas satisfaites par la politique d'Emmanuel Macron, dont plus le temps passe, plus il apparaît que, contrairement aux promesses initiales, son programme appliqué est beaucoup plus de droite que ce qu'il nous avait promis. On verra, on lui laisse du temps, les électeurs lui laissent du temps, mais plus le temps passe, plus le doute est permis. Aujourd'hui, le problème, c'est que les questions qui se posent, qu'on connaît tous, de pauvreté, d'égalité, enfin bon, je ne vais pas y revenir, ne trouvent pas de réponse théorique. Les seules réponses théoriques qui sont apportées, c'est soit le libéralisme, soit une forme de repli identitaire qui ne va pas satisfaire la plus grande partie de l'électorat de gauche. Donc, de fait, il y a un boulevard, une grande partie, j'ai dit. De fait, il y a un boulevard, mais on ne trouve pas, et je ne crois pas que ce soit spécifique
qu'a la France de réponses qui viennent la combler, le combler. Il faut passer du modèle de la redistribution à autre chose. Et ça, c'était le manque cruel du débat d'hier soir. Évidemment, de ce point de vue. C'est ahurissant qu'on soit resté sur il faut augmenter les impôts et aligner le capital sur le travail, point final. Et M. Arnaud, c'est un scandale, sa réussite est un véritable scandale. Je résume à peu près le débat, c'est à peu près ce qu'on a entendu. La social-démocratie ne peut se régénérer que si elle sort du modèle qu'elle a eu entre 1945 et 1980, en gros, qui était effectivement une redistribution dans un monde de croissance, de développement, ce qui permettait une redistribution effective et des gains pour tout le monde de niveau de vie, de pouvoir d'achat et de progrès matériel. Il y a donc autre chose à construire. Pour la gauche, c'est que tout est à faire. On va maintenant prendre encore un peu plus de champ en se parlant de l'Europe, et évidemment tout ça est lié, et en revenant sur les conséquences des législatives en Italie. Je voudrais parler du très éclairant article de notre correspondant à Bruxelles,